peut y avoir parfois des injonctions, quoi. Euh, il faut trouver, il faut y penser, il faut le faire, il faut. Je dois, je dois, je dois. Et ces notions-là, elles partent nécessairement d'un manque, d'une séparation, d'un conflit de moi et puis advient ceci, de moi et une situation, moi et quelque chose. Donc la volonté même de sortir du rêve, c'est un rêve. L'illusion, c'est de croire qu'il y a une illusion en fait. Donc qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas réalisé? Qu'est-ce qui te fait penser que ce n'est pas déjà compris en fait? Est-ce qu'il y a un doute là? D'être en vie, d'être conscient? Est-ce qu'il y a un doute que le corps apparaît? Ce qui laisse croire que le corps est là, c'est juste un tas de sensations. Parce qu'il y a le toucher, le goût, l'odorat, la vue, l'audition. Tous les sens sont complètement éveillés. Mais le corps, c'est juste un tas de sens, un tas de sensations en fait. C'est ça qui laisse, qui semble faire qu'un corps est là. C'est ça qui laisse croire qu'il y a quelque chose de vraiment à trouver. Et même avec la pensée, l'ego, le moi, tout ça, c'est la continuité des pensées qui se fait. On associe les pensées entre elles. Et c'est ça le mental. Derrière le mental, il n'y a que des pensées. Et derrière les pensées, il n'y a que la conscience, ce qui est complètement vide, silencieuse. Les pensées viennent d'elles-mêmes, naturellement. Et cette pensée-là advient spontanément. Il n'y a pas besoin de la mémoire, il n'y a pas besoin d'envisager quoi que ce soit. C'est juste une pensée. Parmi la totalité de ce qui se produit, ce qui semble se produire. Et c'est l'association des pensées entre elles qui fait croire à la solidité de la mémoire, de l'identité, de l'histoire, du temps et de l'espace. Donc naturellement, s'il est compris que c'est juste une pensée et pas la pensée de quelqu'un, que c'est juste ce qui apparaît comme mémoire là tout de suite, on peut abandonner l'histoire, la laisser pour ce qu'elle est. C'est-à-dire juste une association de choses entre elles. De la même manière, en fait, le concept même de forêt n'existe pas, c'est juste qu'on assemble tout un tas d'arbres pour dire tiens, ça c'est une forêt, mais la forêt en tant que telle n'a pas d'existence. De la même manière, le corps en lui-même n'a pas d'existence, c'est juste un tas de bras, de torse, de tête, d'oreilles, de cou, de dos, de jambes, de genoux, de pieds, de mains. C'est tout ça qui fait que le corps est. Mais tout ça, c'est pas le corps non plus. Le corps n'est pas trouvable au-delà de son simple nom. Donc naturellement, lorsqu'il est compris qu'il ne s'agit que d'étiquettes qui sont posées sur des formes, sur des expériences, sur des identités, qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui meurt? Une simple étiquette. Qu'est-ce qui est désigné? Une simple étiquette qui n'a pas la réelle substance, la réelle solidité qu'elle désigne. Alors quand on a compris que les mots ne désignent pas vraiment les choses, ne les font pas vraiment exister par elles-mêmes, eh bien les mots, on accepte plus facilement leurs limitations, et aussi on peut dissoudre les concepts qu'on croyait solides et existants vraiment. On croit que là-bas vraiment ce mot dit, mais dès qu'on cherche en fait, le mot se trouve introuvable. Il ne désigne pas vraiment ce dont il s'agit. Donc on comprend que les idées s'ajoutent sur le réel en fait. Les étiquettes se posent et tout d'un coup les expériences s'en suivent. L'étiquette angoisse se pose et donc l'expérience, l'émotion, les sensations, tout se déroule. Puisque l'étiquette est posée et crue comme étant vraie. Sur un corps qui est présent, qui est cru comme étant vrai. Sur une situation qui apparaît comme ci, comme ça, avec des qualités et défauts et qui est cru comme étant vrai. Parce qu'il n'est pas découvert que derrière les mots, il n'y a pas réellement cette substance. Que ces qualités, ces défauts, ou au contraire, la neutralité, c'est ajouter sur quelque chose de totalement vide. La situation est telle qu'elle est,
et on impose sur le réel des qualités, des défauts, comme si l'objet en lui-même possédait ces qualités ou ces défauts. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Une personne n'est pas mauvaise ou bonne en elle-même. C'est nous qui trouvons des qualités appréciables ou alors des défauts qu'on a envie de rejeter chez quelqu'un. Mais ce n'est pas cette personne en elle-même, puisque d'autres personnes ont des expériences différentes. Peut-être que cette personne qu'on n'aime pas, elle est très appréciée par d'autres gens. Donc fondamentalement, en elle-même, cette personne n'est pas mauvaise. C'est nous qui avons simplement projeté quelque chose de négatif à son encontre. Mais on pourrait très bien projeter quelque chose de positif ou de neutre. Il y a plein de gens auxquels on est apparemment indifférent, mais lorsqu'il y a réalisation de cet amour que nous sommes, cette indifférence, elle disparaît. Il y a un chérissement naturel de tout ce qui est. Il y a une compassion, un amour, une bienveillance pour tous les êtres sans exception, à l'image d'aimer avec un amour profond quelques-uns de nos proches. On souhaite leur bonheur, on souhaite qu'ils soient bien, on souhaite leur éviter les souffrances. Eh bien, c'est la même chose à l'échelle de la totalité. Il y a le même amour, la même profondeur, la même compassion pour tous les êtres, pour tout le vivant, pour tout ce qui est, naturellement, sans distinction. Il suffit juste de laisser éclore le fait d'être, ici et maintenant, de découvrir que toutes les étiquettes sont en fait dérisoires.